Aïe! Merci beaucoup à Sosa pour cette introduction. Merci. Merci aussi à tous. Qui permet de concentrer les esprits. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence consacrée à la thématique pour en finir avec le système dominant et construire un monde en commun. Donc j'ai vraiment l'honneur d'accueillir deux grandes personnes, deux grandes belles âmes qui travaillent avec les plantes, dont on va parler ce matin parce que le premier bien commun, c'est la nature. Et docteur Lucile Cordet-Vernet qui travaille depuis plusieurs années, elle va se présenter plus longuement tout à l'heure avec la plante l'Artémisia qui est vraiment une plante magnifique, complète, qui révolutionne la médecine traditionnelle et la médecine scientifique par rapport à la lutte contre le palu, qui est vraiment le premier fléau en Afrique au niveau de la santé. Et Assosa, chef Pouvi Pygmée du Gabon, maître Nganga, médecin traditionnel, qu'on appelle aussi communément en France chaman, qui est un grand et fin connaisseur des plantes, il en connaît plus de 1000, et qui pratique tous les jours cette médecine avec les plantes dans sa forêt natale au Gabon, la forêt équatoriale en Afrique centrale. La première question, j'ai envie en fait de la poser à Lucile, honneur aux dames. Excuse-moi, c'est ça. Parce que vraiment, est-ce que tu peux raconter ce récit quand même extraordinaire, cette rencontre avec l'Artémisia, qui révolutionne le système dominant pour construire cet autre monde de demain et avec des biens communs, avec la société civile. Comment tu as rencontré cette plante? C'était il y a 9 ans, exactement même. Un ami un peu incroyable qui a traversé l'Afrique à pied, qui s'appelle Alexandre Poussin, séjournait chez nous en vacances avec sa famille et on a reparlé à un petit déjeuner d'une expérience qu'il avait faite en Éthiopie. En Éthiopie, il est tombé malade du paludisme et il marchait donc avec sa femme du sud au nord de l'Afrique. Ça a duré 3 ans. Il raconte ça dans Africa Trek, un livre et un film. Et Alexandre nous reparle de ce moment où il a cru qu'il allait y passer en fait. Pour être très clair, il marchait avec une forte fièvre qui commençait à monter dans son cerveau et il n'y avait pas d'hôpital proche, etc. Il a été ramassé pour arriver dans un petit dispensaire de Brousse où on lui a annoncé qu'il n'y avait plus de médicaments contre le paludisme. Donc il a vu la mort en face, mais, il y a un mais, ce petit dispensaire de Brousse était dirigé par une bonne sœur qui était américaine, qui était médecin et qui faisait pousser la petite sœur de cette plante dans son jardin. Et elle lui a donné donc à boire des litres et des litres de tisane d'armoise annuelle ou Artemisia annua, cette plante qui vient de Chine, dans laquelle on a découvert l'artémisinine, qui est aujourd'hui la base de tous les médicaments antipaludiques qui sont donnés en Afrique en particulier. Et donc rien qu'avec cette tisane, il a été guéri en 48 heures et ensuite il a continué son périple. J'ai été abasourdi, j'ai été en colère, j'ai été énervé par notre monde qui ne donne pas accès à une plante aussi simple en tisane, pour en particulier l'Afrique qui vraiment paye un très 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 lourd tribut au paludisme chaque année. C'est plus de 500 000 morts par an, avant c'était des millions, c'est 250 millions de personnes qui sont malades chaque année, la moitié de la Terre vit en zone impaludée. Enfin, maintenant qu'on connaît bien les pandémies avec le Covid, on voit qu'est-ce que c'est que de vivre toute l'année, toute sa vie au milieu d'une pandémie qui risque de prendre la grand-mère un jour, un petit frère un autre jour, des cousins. Il n'existe pas une famille en Afrique qui n'a pas eu des morts du paludisme. Donc voilà, j'ai fait la bibliographie, donc moi je suis orthodontiste, je ne suis pas médecin, j'ai quand même un master de sciences, mais voilà, donc on commence normalement par faire la bibliographie de cette plante. Ça a pris plusieurs mois, c'est très long, il y a 1000 articles qui répertorient ces
qualité, ses vertus et comment ça marche, etc. Et puis petit à petit, alors je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais petit à petit, donc j'ai monté une association, puis une fondation, et aujourd'hui... les maisons d'Artémisia. Les maisons d'Artémisia, voilà. Donc aujourd'hui, on a plus de... Enfin, je vais reprendre. Les deux missions principales qu'on s'est fixées, la première, c'est d'accélérer la recherche sur cette plante, sur ces plantes, on va pouvoir dire maintenant, et pour pouvoir mettre à disposition, en particulier de l'Afrique, d'une posologie bien claire, des contre-indications s'il y en a bien claires, etc. Voilà, donc accélérer la recherche pour aussi qu'elle soit aussi un jour faisant partie en fait de l'arsenal thérapeutique contre le paludisme de façon officielle. La deuxième mission qu'on s'est fixée, c'est de donner la possibilité aux populations de la cultiver, et ça n'est pas facile, et de la prendre pour se soigner. Ça, c'est plus facile, mais la posologie est claire, les indications sont claires. Voilà, on ne fait pas ça n'importe comment. Nous, on dit de façon raisonnée et raisonnable, puisque je travaille avec plein de médecins, plein de pharmaciens, aussi bien en Afrique qu'en France, ou en Europe, ou aux États-Unis. Et voilà, on essaye d'être le plus sensé possible et de mettre le moins la vie des gens en danger. Voilà, ça c'est très très important dans notre association. Donc aujourd'hui, de très grosses études sont en train d'être menées et les publications sortent les unes après les autres, donc ça c'est formidable et ça correspond tout à fait à ce que nous voyons en clinique, c'est-à-dire que plus de 95% des gens sont guéris du paludisme après l'ingestion de cette tisane. Et la deuxième chose, c'est de faire naître dans tous les pays où il y a du paludisme, faire naître des maisons de l'Artémisia qui sont des petits centres de formation, des pôles de compétences qui connaissent bien l'Artémisia, qui distribuent bien entendu la tisane là où il faut, mais surtout qui font des formations à la culture et à la thérapeutique de façon la plus raisonnée possible. On est tous en lien les uns les autres. Aujourd'hui, il y a plus de 110 maisons d'Artémisia dans 27 pays, donc quasiment dans tous les pays africains. On peut faire une formation pour apprendre à cultiver cette plante. Des semences sont données, des semences adaptées au climat et au biotope de la région sont données à la fin des formations. Et donc voilà qui je suis. Merci. C'est ce que j'ai fait surtout. À Sosa, vous, dans les villages au Gabon, tu dis souvent que la première pharmacie, c'est la forêt. Donc, comment tu as acquis cette connaissance? Tu n'es pas, comme tu dis, tu n'es pas allé à l'école des Blancs jusqu'à 10 ans, mais comment ça t'a été enseigné, cette pharmacie naturelle de la forêt? Ok, merci Saba. J'ai toujours remercié quand tu me donnes la parole. Tout le monde me donne la parole. Je remercie toujours. Alors, c'est pour dire à tout le monde encore bonjour et bienvenue aussi Dinzona, Hamaya. Alors avec la Béatrice, la grande. Alors ok, la plante chez nous, la plante, elle est déjà la forêt, c'est notre première doctrine. Alors l'hôpital, notre premier hôpital, c'est la forêt, parce que j'ai le palu, je vais prendre une écorce du mwamba jaune. Tout de suite, je vais bouillir, je bois. La fièvre est partie, le palu est parti. Le mal de corps, je peux te prendre, il y a un arbre qu'on appelle le tsarele et le kevazingo, le plus exploité par vous les Blancs. Hein? On fait des meubles avec, et c'est du bois d'hiver. Alors, je fais comment? C'est-à-dire, je prends son écorce, je fais un thé, comme parle ma très chère sœur. Nature, c'est une sœur nature, une mère nature. Alors, qui utilise la plante que moi j'utilise. Mais moi, je soigne à base de la plante. C'est-à-dire l'hôpital, la pharmacie, c'est l'hôpital, c'est la brousse, la forêt. Parce que j'ai tout là-bas. J'ai les fortifiants, les remontants, les antibiotiques, j'ai jusqu'au collyre, les collyres des yeux, pour ceux qui souffrent de la cataracte et tout le reste. Vous voyez, moi, j'utilise les collyres naturels. Et c'est en état brut. Je ne fais pas de trucs qu'il faut mettre dans un laboratoire, des blancs, ça tourne, après ça transforme. Non. Voilà. Je fais ça traditionnellement et naturellement. Voilà. Donc la plante, elle est tout pour nous. Voilà. Tout pour moi, je peux dire. Moi, j'utilise parce que je sais la valeur d'un arbre, d'une écorce,
je sais les différentes maladies que ça soigne, comme le tarot qui est là. Ça te soigne plusieurs maladies. Il y a le mal de tête, les nerfs. On soigne avec son igname. Voilà, du tarot. Voilà. Et donc les gens du village viennent te consulter pour avoir des soins. Ben oui. Et est-ce qu'ils vont aussi à l'hôpital? Comment ça se passe au Gabon? Bon, du côté de l'hôpital moderne et traditionnel, on fait l'échange, l'inverse. C'est-à-dire, quand l'hôpital des Blancs ne peut pas, ils envoient à l'indigène. Parce que, excusez-moi, parce qu'il y a des maladies de l'hôpital, mais il y a des maladies que nous on appelle tout simplement mystiques. Excusez-moi de le dire, peut-être qu'il y a quelques-uns qui ne croient pas aux mystiques, mais chez nous, ça existe. Donc, le monde de la sorcellerie. Donc, voilà. Pas le vampire, mais la sorcellerie. Faire du mal aux autres, les mauvais sorts. Voilà, ça existe chez nous. Voilà. Donc, il y a des gens qui viennent, des patients qui viennent d'un village à un autre, chez moi. Ils viennent me consulter, demander ce qu'il faut, comment faire pour la consultation. Mais avant de soigner, je fais une consultation. Voilà. J'interroge mes génies. Si mes esprits me disent quelque chose, que bon, cette personne souffre de telle maladie, alors en ce moment-là, je demande conseil aux génies ou aux ancêtres qui me disent quelque chose. Comme ça, je prends la route et commence à aller en brousse et prendre les médicaments avec le nom de la personne. Voilà. Si l'arbre accepte, je peux le soigner. Si ça n'accepte pas, je dis maman, repars ailleurs, va ailleurs, va chercher encore, tu vas trouver. Voilà. Un autre parcours thérapeutique, il y en a plusieurs. Lucille, tu as raconté tout à l'heure qu'avant de lancer les toutes premières recherches sur l'artémisia au Congo, il y a eu une demande d'autorisation aussi d'un tradipraticien. Est-ce que tu peux raconter cette anecdote? Parce que finalement, l'accès à la santé, c'est aussi l'accès à une certaine culture, à certaines traditions locales. Et comment cette rencontre se fait avec la médecine occidentale? La première étude clinique qu'on a menée, c'était au Maniema, donc c'est une province de la RDC, du Congo, c'est tout près du Kivu, c'est des hauts plateaux. Et le jeune médecin qui voulait faire cette étude, avec qui on a décidé de la faire, n'était pas initié, parce qu'il avait fait les études chez les Blancs, et donc il avait raté son initiation. Donc c'était difficile pour lui de retourner dans son pays, de proposer une plante sans être initié. C'était impossible. Et donc la première chose qu'il a faite avec les plantes que je lui ai données, c'était d'aller voir le chef des tradipraticiens du Maniema, qui l'a écouté bien religieusement et qui a compris que c'était une affaire sérieuse. Et il a pris cette plante, là, comme celle-là, et il l'a mise dans sa case. Et il a dit, tu reviens dans 3 jours. Donc le jeune médecin a dormi 3 jours devant la case du chef des tradipraticiens. Et au bout de 3 jours, il est ressorti en disant « C'est une bonne plante pour mon peuple, je t'autorise à faire les études sur cette plante et moi-même je vais t'aider ». Et donc il a enfourché la moto derrière le jeune médecin et il est parti voir directement le gouverneur pour qu'il signe le papier d'autorisation. Ça a été très très important. Dès le départ en fait, quasiment des maisons d'artémisia, on a travaillé avec les tradipraticiens, le monde des plantes et leur monde. Oui, ces plantes, enfin les deux qu'on utilise nous, sont des plantes extraordinairement puissantes contre le paludisme, mais aussi contre d'autres parasitoses. Il y a une centaine de plantes qui traitent tout ou partie du paludisme, bien entendu. Les hommes n'ont pas attendu ces plantes, mais il y en a une qui vient de Chine et qui s'appelle Artemisia annua, l'autre qui vient d'Afrique, celle-ci, Artemisia afra, mais elle pousse dans les hauts plateaux, là où il n'y a pas de paludisme. Et c'est là où c'est pas facile de transporter des plantes pour aller soigner à 100 km, 200 km, 300 km. C'est pas si simple en fait. En Afrique, il n'y a pas des routes partout, encore moins d'autoroutes partout, et c'est pas forcément les mêmes peuples qui vivent sur les plateaux et même jamais, et dans les vallées. Et donc voilà, c'est pas fluide. Et voilà, malheureusement. Tu parlais des plantes puissantes et à Sosa, vous avez aussi ce qu'on appelle une plante sacrée. Il y a beaucoup de peuples autochtones qui ont des plantes, ce qu'on appelle entéogènes,
en Occident qu'on appelle souvent psychotropes. C'est des plantes initiatiques, sacrées, et il y a des études cliniques qui ont commencé à être faites, notamment sur vous, votre plante qui s'appelle l'iboga. Est-ce que tu peux en parler au niveau traditionnel, ce que ça représente pour vous? Et moi, je compléterai avec une petite dimension scientifique. Ouais, ok, merci. Merci Saba. Je dirais tout simplement à tout le monde que nous, on a la plante sacrée qui s'appelle iboga. Comme j'ai vu en Amazonie, comment on appelle ça au Brésil, ayahuasca, et j'en ai goûté aussi avec curiosité. J'ai dit, bon, je vais voir, je vais expérimenter, voir un peu quel est le goût de l'ayahuasca et l'effet. J'ai goûté avec curiosité, effectivement, ça m'a un peu perturbé, hein, ça je ne vous cache pas. J'étais plein d'amour d'iboga, moi ça s'appelle le bois sacré. Alors le bois sacré, c'est un arbre sacré, très miraculeux dans le sens naturel. Ça fait comment? Ça te donne des visions. Le bois sacré soigne aussi même. Déjà aujourd'hui, c'est un peu reconnu chez vous les Blancs déjà, parce qu'ils transforment ça en comprimé. Donc ibogaïne, ça a été transformé ici en France. Voilà, jusqu'en Amérique. Ça c'est déjà répandu. À l'époque, ils ont qualifié ça de stupéfiant, de drogue. Mais ce n'est pas une drogue, c'est une plante sacrée. C'est une plante sacrée. Elle nous donne des vertus, elle nous ajoute des substances de force dans le corps humain. Et en même temps, ça donne la double mémoire. Donc, pour ceux qui ont des perturbations de mémoire, déjà, ça soigne les toxicomènes. Sérieusement, il y a des compositions totales pour les drogués et ceux qui sont alcooliques de première classe, qui ne peuvent pas s'en passer du vin. Alors, tout de suite, on vous fait un traitement avec ce diboga. Ça vous soigne. Et après, ça te dégoûte. Tu ne prends plus rien jusqu'à la fin des fins. Voilà. Donc le diboga est tout pour nous. Ça donne la vision. Merci, parce que c'est vrai que ça a été souvent un sujet tabou en France. Je vais raconter un petit peu pourquoi. Je suis désolée, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Saba Ramani, je suis journaliste et anthropologue. Et donc j'avais rencontré à Sosa il y a une dizaine d'années. Et ce qui m'avait surprise là-bas, j'avais fait un reportage anthropologique sur leur rituel sacré qui s'appelle le Bwiti, qui veut dire émancipation, libération, qui sont des rites initiatiques d'évolution à la fois corporelle et spirituelle pour les personnes des sociétés initiatiques. Et j'avais rencontré des Français, des Américains, des Anglais qui étaient sur place dans d'autres associations, pas dans le village d'Assosa, et je leur dis mais pourquoi vous êtes là? Et effectivement, ils venaient se soigner. Et à la suite de ça, quand je suis revenue, j'ai fait une étude bibliographique et j'ai fait une enquête pour le Monde sur les vertus scientifiques de cette plante. Les études qui ont été menées notamment aux États-Unis, en Israël, au Costa Rica, au Brésil, au Mexique, en Afrique du Sud aussi aujourd'hui, ont montré que 80 à peu près, il n'y a pas pu avoir les 3 stades, ce qu'on appelle d'essais cliniques, mais le premier stade a été fait aux États-Unis au début des années 90, où ils ont fait des expériences sur des rats, où ça a montré que 80% des rats qui étaient addicts à la cocaïne, à l'héroïne, en 3 jours, 72 heures, étaient sevrés. Pour vraiment très longtemps, parce que l'iboga est une plante très complexe avec beaucoup d'alcaloïdes et qui vont se mettre à la place au niveau du cerveau, des synapses là où se mettent d'habitude les opiacés pour bloquer justement. C'est pour ça que ce n'est pas une drogue, mais comme on la considère comme psychotrope parce qu'à très haute dose, elle peut créer ce qu'ils appellent traditionnellement des visions. Donc, il y a aussi des cliniques. En France, il y a eu des protocoles pour accompagner aussi les personnes qui se sont soignées. Et il y a aussi beaucoup de laboratoires américains qui ont déjà déposé des brevets sur cette plante parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des vertus aussi sur les problèmes neurodégénératifs. Donc, c'est vraiment une plante prometteuse. Mais dans les années 90, les deuxièmes stades, l'équivalent d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, a fait une conférence devant les laboratoires pharmaceutiques qui ont bloqué
les études cliniques sur cette plante parce que les personnes qui sont addictes à la cocaïne, à l'héroïne, toutes ces drogues, on leur donne du Subutex, un médicament de substitut à vie. Il y a des enjeux financiers énormes. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans le monde, on considère, il y a l'OMS qui dit que plus de 195 millions de personnes qui ont des problèmes d'addiction lourdes. Voilà, vous faites le calcul, une plante, une poudre traditionnelle en 72 heures qui guérit, c'est sûr que le calcul, il est vite fait, donc c'est pas du tout intéressant pour les laboratoires pharmaceutiques. Mais en France, elle est interdite, aux États-Unis aussi, dans 7 pays, je me souviens plus lesquels, les 5 autres, mais en tout cas dans beaucoup de Mexique, Brésil, Afrique du Sud, je crois qu'il y a un pays en Lituanie, il me semble, en Israël, elle est aujourd'hui autorisée. Il y a des cliniques spéciales pour soigner les personnes atteintes de ces maladies. Elle ne soigne pas que ces maladies d'addiction. Elle a beaucoup d'autres vertus, mais qui restent encore à découvrir. Mais justement, j'ai envie de te poser la question, Lucile, sur ces laboratoires, sur ces intérêts économiques, financiers, sur ce système dominant, puisqu'on est sur cette thématique-là, cette table ronde. Comment ça s'est passé aussi pour notamment avec les laboratoires et l'OMS, parce que j'avais fait aussi un article sur l'artémisia. Je me dis, tiens, c'est intéressant, parce que, voilà, qui dit plante complexe dit peur, tabou, accaparement justement de ce bien commun, mais qu'on veut privatiser finalement. Merci Sabah. Toi qui me connais, tu sais que je ne suis pas binaire, c'est-à-dire que j'essaye toujours de trouver un chemin, même si la forêt est dense de gros arbres, et voilà, et je contourne et on avance, voilà. C'est un énorme sujet, bien entendu. C'est un énorme sujet, j'allais dire, du monde ancien, du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais qui, pour moi, n'est pas le monde de demain. Aujourd'hui, tout doit être monnayé, tout doit rapporter, etc. Tout est vu à l'aune de l'argent. Et donc... voilà, moi ce qui m'importe, c'est d'essayer de, comme disait Pierre, que j'aime profondément tout à l'heure, c'est de comment on va passer, comment chaque personne que nous sommes, on va pouvoir passer dans le monde de demain où justement il n'y a pas que l'argent qui soit le maître absolu. Le monde de la malaria, du paludisme, est un monde assez complexe. L'argent ne se fait pas particulièrement là où on imagine, c'est-à-dire dans les grands laboratoires qui font les médicaments qui sont achetés à prix coûtant par l'OMS et puis qui sont distribués partout en Afrique et dans les autres pays. Le monde de la malaria est complètement perverti par des laboratoires qui sont plutôt en Asie et mais même parfois en Afrique, et qui font des faux médicaments. Et qui vendent ces faux médicaments un petit peu moins cher que les vrais, mais parfois le même prix que les vrais. Normalement, c'est souvent sur le trottoir des grandes villes ou des villes africaines qu'on les trouve, mais parfois c'est aussi dans les officines. Donc, imaginez une famille pauvre qui ont 4-5 enfants, qui font des palus à répétition, parce que beaucoup les enfants font de palus, et qui vont acheter l'équivalent de 4, 5, 6 jours de nourriture, d'accord, pour payer un médicament pour un des enfants, et c'est un faux médicament. Voilà, donc non seulement ils ont perdu 6 jours de nourriture, ils n'ont pas soigné leur enfant qui peut en mourir, et où va cet argent ? Globalement, c'est la mafia, c'est des grandes mafias, souvent asiatiques, mais qui sont maintenant internationales, bien entendu. Voilà, on dit que c'est 700 000 morts par an, c'est quand même pas rien. C'est plus que le palu lui-même. Donc, voilà. Donc moi, mon souci majeur, je vais vous dire, c'est bon, voilà, je peux pas faire la guerre à ça, c'est pas possible, mais c'est de diffuser cette plante et c'est d'accélérer la recherche. Et je rejoins ta question, Sabah. Le plus difficile pour nous aujourd'hui, c'est de trouver les millions d'euros qu'il faut à 2 consortiums, et en particulier à un consortium qui est emmené par l'Institut Pasteur et par l'INSERM, qui ont décidé il y a 2 ans de faire toutes les études qu'il faut faire sur ces plantes, et qui ont un mal de chien à trouver les 5 millions d'euros qu'il faut pour faire l'entièreté des études
et in vitro, in vivo et clinique. C'est la vraie question en fait, c'est la vraie question d'aujourd'hui pour demain. Comment on va financer toutes ces recherches qu'on doit financer pour un bien commun. Voilà. Et justement, la difficulté, c'est pas... moi, je me souviens, en interviewant des scientifiques, des chercheurs, les plantes, ce qu'on appelle l'effet totum, l'effet global de toutes ces molécules, parce que quand on prend des médicaments et qu'on extrait une molécule active, ça va, on maîtrise les différentes étapes. Mais quand ce sont des molécules aussi complexes avec l'artémisia ou l'iboga, cet effet voilà, dont tu parlais aussi tout à l'heure, est-ce que tu peux... C'est très difficile de compartimenter ces étapes-là dans un labo de recherche, et ce qu'on ne maîtrise pas, finalement, ça fait peur, ça coûte cher, ça dépasse même des fois la capacité intellectuelle s'il y a plus de 200 molécules actives, comment elles interagissent entre elles. Voilà, cet effet totum, effet global, vous êtes esprit de la plante chez Asosa. Est-ce qu'il y a des doses adaptées? Comment ça se passe pour l'iboga et pour l'artémisia? Pour l'artémisia, il y a plus de 400 molécules actives, que ce soit dans celle-ci ou dans l'autre. C'est un véritable casse-tête chinois pour les chercheurs, hein, très honnêtement. Et ils ne sont pas entraînés non plus à travailler comme ça, sur autant de molécules qui vont avoir des effets assez extraordinaires finalement. Par exemple, je te parlais tout à l'heure, certaines molécules vont augmenter ce qu'on appelle la biodisponibilité, c'est-à-dire que les molécules actives vont passer plus vite dans votre sang quand vous avez une tisane que lorsque vous prenez un comprimé. Vous allez avoir moins d'effets secondaires parce que certaines molécules vont aider votre corps à soutenir les molécules pour le coup très actives. Et c'est la synergie parfois de plusieurs molécules qui vont faire que le principe actif, on va dire, va être efficace. Et ça s'appelle les métabolites secondaires, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit digéré pour que ça devienne efficace. Et donc c'est d'une complexité absolument insensée. Un grand chercheur de l'INSERM qui est à la retraite aujourd'hui m'avait dit il y a bien 7-8 ans, j'ai travaillé sur l'artémisia, c'est une plante extraordinaire, vas-y, fonce, mais pour la recherche, c'est des centaines d'années de recherche. Donc c'était pour la recherche, notre recherche. Donc c'est pour ça que c'est très fondamental en fait qu'on soit main dans la main avec les tradipraticiens de tout pays, hein, même en Chine, etc. Parce que eux, ils ont la lignée de leurs tradipraticiens successifs qui ont cette expérience de comment les plantes marchent, sur quel type de personnes, la posologie, le dosage, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont l'expérience qui fait que pour aujourd'hui, on va pouvoir prendre des plantes efficacement sans mettre en danger la population. Oui, justement, à ça amène la question pour toi. Vous avez la médecine empirique hein, qui est là depuis des millénaires. L'iboga a été hérité des populations pygmées en Afrique centrale. L'artémisia en Asie, c'est depuis plus de 3000 ans. Justement, cette expérience-là, comment tu connais la dose quand tu donnes des plantes à tes patients. Comment tu évalues la dose en fonction des personnes? Est-ce que tu l'as appris? Est-ce que ça se passe autrement? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Très bien, merci Saba. Tu vois, excusez-moi, on suit une formation. Après l'initiation, il faut faire l'école. C'est étape par étape. Parce que l'initiation, c'est pas aussitôt on t'initie, après tu deviens maître initiateur ou mère initiatrice. Non, non, non. Le pouvoir se transmet. Ça ne s'arrache pas dans notre tradition. Parce que vous les Blancs, vous avez dit, oh, le pouvoir s'arrache. Ça ne s'arrache pas. C'est un pouvoir, c'est un don. Il faut qu'on te transmet avec une bénédiction. Et là, ça marche. Ce qui fait que dans ta question de dosage de l'iboga, je vous dirais que c'est approprié. Les doses sont limitées en fonction de l'âge de la personne et le statut de la personne. Ça veut dire que le maître initiateur doit être quelqu'un de vigilant. Voilà pourquoi je ne peux pas te donner un médicament sans pourtant te consulter. Hein? Tu dois passer au scanner pour voir exactement à quel niveau tu es.
ou bien la maladie, peut-être que tu as une maladie à l'intérieur. Quand tu dis scanner, c'est pas le Non, scanner. une vision. Bon, pas le scanner des blancs, hein. C'est juste le nom seulement que nous on a pris un peu. Mais sinon, je te fais une consultation, une vision pour t'examiner naturellement avec les arbres de brousse pour demander qui tu es, qu'est-ce que tu en souffres, tu as quoi à l'intérieur, si c'est propre ou pas propre, avant de te donner le bois sacré. Et le bois sacré à l'initiation, quand j'initie un nouveau, je fais comment? Je le dose en fonction de sa personne. Quand je te regarde, je dis, bon, toi tu es solide, tu as un corps solide, tu as un esprit vif, je peux te donner 3 à 4 cuillères de test. Quand je vois déjà, on veille, ça transpire, ça commence à voyager. Si je vois déjà que tu commences à parler un peu beaucoup, de commencer à rencontrer, bon, pas rencontrer, visionner ce que tu vois, tu commences à quitter de Paris à Bruxelles, après tu vas en Amérique, en Suisse, etc. Vous voyez, tout de suite, je ne peux plus te donner encore, j'attends. Quand les esprits me disent, bon, ben, écoute, voilà, ça diminue, la personne ne parle plus, j'ajoute un tout petit peu pour réveiller l'ancien bois sacré qui était déjà à l'intérieur. Voilà. Donc, nous, on fait en fonction des doses de la personne. Vous, justement, c'est ce que tu dis, le bouti, c'est la voix des ancêtres. Oui. Cette transmission orale, c'est un bien commun, finalement, hérité de vos ancêtres. Vous vous transmettez ça gratuitement. Et finalement, ce bien commun, ce système-là de solidarité, de transmission orale, elle est depuis des générations et des générations. Donc, toi, tu transmets à qui aujourd'hui? À tes enfants? Oui, ça va. Je transmets à mes enfants. C'est-à-dire, nous, chez nous, c'est héréditaire. Moi, j'ai hérité ça de mes parents, mes grands-parents. La chefferie que j'ai aujourd'hui, ce sont mes parents parce que j'ai respecté mon père et ma mère, premièrement, et mes grands-parents. Je les ai écoutés. Déjà, on ne choisit pas un délinquant pour donner le fauteuil de commandement. On donne à quelqu'un qui accepte le mal et le bien. On choisit, on te regarde. Moi, on m'a donné, on m'a transmis. Parce qu'ils ont vu que j'ai un cœur de famille, j'ai un cœur de rassemblement, d'amour. Et déjà, moi, on m'a donné l'autorisation d'initiation. Parce que c'est d'abord un rite initiatique ancestral. Dans ma famille, c'est héréditaire, de génération en génération. Voilà. Tu m'avais raconté, tu as déjà travaillé avec un laboratoire de recherche de plantes médicinales au Gabon. Comment ça s'est passé avec eux? Ouais, ça tournait pas bien. Ouais. Ça, pourquoi? Je ne pas. Bon, le pourquoi, c'est parce que bon, on a bien commencé. Ben, je me disais peut-être qu'il venait pour peut-être me solliciter mon rite initiatique, avant peut-être de m'exposer son problème, parce qu'il voulait faire son business. Alors moi, je regardais tellement que je suis aussi un peu vigilant, je suis habitué avec vous déjà les blancs. Je sais déjà le système. Bon, mais c'est un Européen qui vient auprès de moi. Il me dit bon ben écoute, tiens, on va travailler ensemble. J'ai envie de solliciter ta plante médicinale et des différentes maladies et des différents arbres, si on peut faire échange. Et je te propose, c'était combien? 100... Équivalent de 7 000 euros. 7 000 euros. J'ai dit non, mais non. J'ai dit quoi? Répète un peu. Il me dit, je veux acheter ta médecine. Je vais acheter tes médicaments pour aller transformer. En fait, ce n'était pas pour acheter les plantes, c'était pour acheter ses connaissances. Voilà, mes connaissances. Transmettre ses connaissances. Voilà. Pour que je lui transmette mes connaissances. Et puis, il va travailler. J'ai dit, ben non, mais moi j'ai vu que c'est du arnaquage, c'est du bantisme caractérisé. Mais je ne pouvais pas le laisser faire. Je le voyais venir, je dis complètement, j'ai dit, bon, mon cher, vas-y, va avec ton argent. Moi, je ne donne rien, je ne vends pas ma culture. Je ne vends non plus mon patrimoine. C'est tout. Voilà. Merci. Voilà, c'est ça. Moi, je suis resté comme ça. Il est parti. Non, quand il a vu, vite fait, il a vite fait compris. Il dit non, mais j'ai commencé à m'énerver parce que ça va droit à mon esprit, parce que je ne peux pas vendre. Si je vends ma feuille, ma connaissance, j'ai vendu mon corps. J'ai vendu ma vie. Mais je ne peux pas. C'est un héritage, je veux faire de génération en génération. Déjà, celui qui vient comme vous les blancs, comme celle-là, je la donne. Parce que je sais que je l'ai déjà injecté. Ouais. Je l'ai déjà donné une moitié de ma spiritualité, une moitié de mes reliques naturelles. C'est tout. Chez nous, on fonctionne avec les esprits, les sirènes,
les génies, ils sont ensemble. Et les animaux, sans oublier. Voilà. Vous êtes dans une médecine naturelle en alliance, on en a parlé beaucoup hier, oui. En alliance et en communication avec les plantes et les animaux, voilà, comme tu dis, la forêt est votre pharmacie naturelle. Naturelle, c'est ça. Lucile, vous avez, avec la Maison de l'Artémisia et toute l'équipe, créé aussi la première pharmacie communautaire en Mauritanie. En quoi ça consiste? Parce que souvent, la pharmacie communautaire, c'est vraiment très atypique quand même, ces deux mots ensemble, ça fait partie un peu des nouvelles solutions de demain sur une nouvelle pharmacopée. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créé, on a participé. C'est Oumar Khan qui est un merveilleux Mauritanien, mais en France depuis très longtemps, qui a donc créé cette pharmacie communautaire, donc qui est gérée par la communauté de son village, qui est une petite ville, et où il n'y avait pas de pharmacie. Les gens avaient à faire 70 km de piste pour aller chercher un médicament, ce qui était juste plus possible. C'est sur le fleuve Sénégal, donc il y a beaucoup de palus, beaucoup de bilharziose, etc. Et il a eu l'intelligence, en fait, de faire une pharmacie aussi qui allie la tradimédecine avec la médecine conventionnelle. Et donc, il y a un jardin médicinal qui est en cours de réalisation là en ce moment. Les personnes qui vont cultiver se sont déplacées au Sénégal pour se former à la Maison de l'Artémisia du Sénégal et ils sont repartis avec les semences. Nous aussi, dans les Maisons de l'Artémisia, c'est des valeurs en fait qui nous relient les uns aux autres. On a une charte et on est vraiment intransigeant sur cette charte. Ce sont des valeurs éthiques, hein, des valeurs de fraternité, de transparence, etc., tout à fait évidentes vis-à-vis du travail que nous faisons. Mais dans ces valeurs, les semences, comme tu disais tout à l'heure, ça se transmet. Nous aussi, on transmet les semences, elles sont données. On ne vend pas la vie. On n'achète pas la vie, on se transmet ces semences. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient très, très à cœur, et à nous tous d'ailleurs. Et donc voilà, donc cette pharmacie, normalement je devrais y aller là en novembre pour son ouverture officielle. Et c'est un très beau projet, vraiment. Merci. C'est vrai que du coup, j'ai oublié de parler tout à l'heure de ce qu'on appelle, en fait, l'expérience d'Assosa avec ce chercheur européen, c'est ce qu'on appelle, qui a essayé d'acheter ses connaissances de médecine à base de plantes, c'est ce qu'on appelle la biopiraterie. Ce qu'il faut savoir que, par exemple, l'iboga est une plante endémique au départ à l'Afrique centrale qui aujourd'hui est victime de braconnage. Alors, on parle beaucoup de braconnage des animaux, évidemment, c'est très important, mais il y a aussi le pillage des plantes et des savoirs traditionnels des peuples autochtones. Et il y a ce qu'on appelle le protocole de Nagoya qui a été fait à la fin des années 90 pour essayer de protéger ces connaissances traditionnelles et de médecine ancestrales dont les peuples autochtones sont les gardiens. Et il y a beaucoup de labos qui envoient aussi en Amazonie, en Afrique, en Asie, des personnes comme ça pour recueillir les vertus des plantes et déposer les brevets. Ça fait qu'on n'est plus dans le bien commun, on est dans la privatisation de cette nature. Et ce protocole, normalement, théoriquement, doit protéger ces connaissances-là qui sont évidemment invendables et qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. Lucile, vous avez aussi mobilisé énormément la société civile. Donc là, c'est une autre approche de la santé où les gens cultivent l'artémisia dans leur jardin. Comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien, même très bien. C'est des milliers et des milliers de personnes, en Afrique en particulier, qui cultivent cette plante. Autour des maisons de l'artémisia, ça s'organise. Alors, moi, je travaille encore, hein, je suis encore orthodontiste, et donc tout ce que je fais, c'est à côté de mon boulot. Hein. Donc, j'ai quand même que 24 heures par jour, comme vous tous. Et donc, il était impensable pour moi, j'allais dire, de tout diriger. Hein, donc ça se passe très bien parce qu'en fait, notre système
est un grand réseau, et c'est un grand réseau de type organique, et c'est-à-dire que ce que quelqu'un fait, ça profite à tous, quoi. Quand une hormone circule dans notre corps, elle circule dans tous les vaisseaux sanguins. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, on est tous différents. Je suis incapable, bien entendu, de tout diriger au Gabon, puis au Sénégal, et puis au Tchad. Enfin, c'est des peuples extrêmement différents, avec des cultures extrêmement différentes. Donc, c'était impensable, en fait, de faire ce qu'on fait en restant pyramidal, etc. Voilà. Donc, c'est un vaste réseau horizontal, et c'est pour ça que ça marche. Et l'Artémisia arrive chez un peuple, dans un village, dans une ville, dans une ethnie, et ils en font ce qu'ils veulent dans le cadre de la charte, qui est une charte de valeurs. Et ces valeurs, elles sont communes à toute l'humanité. Il faut être simple quand même. En plus, la posologie est assez simple. La posologie est très simple. Elle est très simple. Les Chinois disent entre 3 et 9 grammes par litre. Nous, on a choisi 5, c'est au milieu. Et le 5, c'est ce qu'on tient dans une main fermée. Et donc, on s'est dit, comme ça, les femmes en brousse, ça sera facile, en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de balance, il n'y en a pas de toute façon. Et voilà. Et tout ce qui est facilement, comment dire, facilement faisable, voilà. Et il faut le faire comme ça, en fait. C'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Donc toutes les études sont faites sur les 5 grammes et on est très heureux avec ça. Voilà comment ça se passe. Et Assosa, aussi dans cette même lignée de projet communautaire et de cette transmission, tu as un projet qui tient à cœur depuis des années, l'école de la forêt. Est-ce que tu peux en parler? Qu'est-ce que c'est ce projet? Pourquoi ça te tient à cœur? Et qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça? Merci encore, Saba, parce que toute la nuit, je pensais à ça. Je dis, comme on a 2 jours, je vais parler de ça à Philippe et Nathalie et à tout le monde. Alors, je dirais que moi, j'ai un projet, c'est un grand projet bénéfique pour tout le monde. Donc, c'est l'école de la forêt. L'école de la forêt, faire en sorte que tout le monde se connecte à la mère nature. Parce que déjà, tu sais comment entretenir l'arbre. Tu sais déjà, parce que tu as fait l'école de ça. Tu sais déjà qui est la forêt et quelle est l'existence et quelle est la valeur. Et respecter la forêt. Parce qu'on t'aurait déjà appris. Donc, au Gabon, j'ai ce projet. Dès que je pars là, j'ai déjà dit à Saba et tout le monde, je dis dès que je pars, je lance. Ouais, une fois, je prends la parcelle, je prends la partie de forêt, on fait les papiers officiels, parce qu'actuellement, tout est contrôlé. L'État attend seulement quand tu prends déjà une partie de terre. Tout de suite après, on vient dire, bon, allez, l'habitat, l'urbanisme, allez, voilà. Mais c'est mieux, dès que je prends, c'est en pleine forêt. Hein, une bonne partie de forêt qui peut prendre peut-être d'ici vers Toulouse, hein, proche de Toulouse. Hein, voilà. Tu peux expliquer ce que tu as envie de faire? Oui, j'ai envie de faire un peu beaucoup de choses parce que déjà, je vais faire l'apprentissage de la forêt, comment entretenir la forêt. Deuxièmement, il y aura les salles de sculpture, donc on va sculpter. Parce que moi, je suis un artiste, vous voyez, ce que vous voyez là, les 2 statuettes, j'en fais moi-même. Et le masque que j'ai donné à Climax, et frères et sœurs. Alors, déjà, j'aurai ça. Il y aura aussi une clinique, je peux dire naturelle, traditionnelle, où on va soigner les gens avec l'écorce, la plante. Voilà. Et puis, il y aura une salle de répétition, une salle de danse traditionnelle. Il y aura aussi un peu de moderne, parce que moi, je suis tradi moderne. J'aime aussi un peu la petite musique. Tu vois, des petits enfants, il faut un peu varier, vous voyez. Et ça fait du bien pour quelques-uns. Et j'aurai aussi en même temps la biodiversité, parce que j'ai l'élevage, les moutons, les cabrits. L'équivalent d'une permaculture. Voilà. Permaculture, voilà, l'équivalent du permaculture. Merci. Ah, les mots des blancs, vraiment. Permaculture. Alors, voilà. J'aurai aussi la pisciculture. Parce que je vais me faire du poisson, élever des petits crocodiles. Nous, on en a plein là. On élève et puis les plus gros là, s'ils meurent seuls, allez, on peut faire quelque chose. On peut mettre dans le ventre ou soit on jette. Voilà. Mais on mange un peu. Si c'est mort seul, allez, on mange un peu avec les élèves. Voilà. Donc c'est pour tout le monde, cette école. Tu disais que tu voulais faire aussi un jardin de plantes médicinales, oui, de transmission, oui, bien sûr. De formation pour les Gabonais. Oui, et les Blancs. Ouvert à tout le monde. À tout le monde, ouvert à tout le monde. En fait, ce serait pour tout le monde. C'est mix.
Hein? C'est mixte. Alors, donc il y aura la plante, j'aurai des jardins, comme dit Boga d'abord premièrement, puisque bientôt c'est sera en voie de disparition, parce qu'ils ils en trafiquent déjà beaucoup. Et ils achètent, ils viennent prendre des stocks, ça passe dans les coulisses, allez, ça va pour la transformation des comprimés, en gélules, tout ça là. Alors, mais donc c'est nettement mieux que je prenne déjà le devant. Moi, j'en ai déjà beaucoup, hein, les pieds sont beaucoup, hein, énormes. Oui, c'est complexe parce que l'iboga, mais avant d'extraire la racine avec laquelle ils font la plante médicinale, il faut attendre au moins 5 ans. Donc, c'est très long à pousser et il y a besoin d'avoir des pieds qui durent jusqu'à 30 ans. Et aujourd'hui, je parlais du braconnage tout à l'heure, il y a un trafic international autour de l'iboga, notamment sur Internet, avec des cliniques non officielles et même avec les cliniques officielles parce qu'ils n'en trouvent pas beaucoup. Et il y a une surconsommation, une surexploitation de ces plantes et du coup l'importance de replanter et de préserver ces plantes traditionnelles parce que ça pousse dans la forêt naturellement, c'est véhiculé naturellement par les éléphants qui mangent et qui avec leurs graines écrasent et c'est comme ça que la semence naturelle de l'iboga pousse en forêt primaire. Et du coup, il y a maintenant quelques villageois qui commencent à être alertés par ce problème international de plantes en danger autour en tout cas au Gabon. Et d'où l'importance de faire des replantations de ces plantes médicinales. Et tu disais aussi que ça t'intéressait de te former à planter l'artémisia. Ben oui, c'est un grand plaisir. Tu vois, ma sœur, déjà, Saba, c'est bien, tu vois, je te remercie déjà de m'avoir présenté cette dame. Et je connais déjà Laure. Qui gère la maison de l'Artémisia au Gabon, voilà, donc on les a présentés. C'est une bonne femme, pleine d'énergie, et elle est gentille. Ça, vraiment, ça, j'ai aimé. Alors, on est resté bien, déjà, avec elle, ça me fait du bien. Mais je vais rentrer dans l'école. Moi, j'aime l'école, de la plante surtout, parce que c'est mon école. Moi, je n'ai pas pu le bic. Voilà mon bic. Voilà, c'est naturel. C'est ça. Je vais rester avec toi, tu vas me former pour un petit temps. Ben, moi, je capte le même jour. Hein. Je te dis, tu verras. Je ne te donne pas des commentaires, prof. On va avancer. Bon, je voulais compléter pour dire que dans l'école, il y aura un peu tout. Il y aura un peu de tout. Donc, il y aura juste l'apprentissage de la formation au niveau de la médecine traditionnelle, donc indigène. Je ferai les écorces. Il y aura des salles spécifiques pour apprendre, enseigner les gens comment différencier les écorces des différents arbres. Tu vois. Et puis, on va faire l'élevage. Il y aura aussi la biodiversité, comme je disais, les singes, les gazelles, les antilopes qu'on va élever, etc. Il y aura un peu de tout. Il y aura aussi une salle de biodiversité, comme les trucs des blancs. Tu vois, on est là un peu, on se met un peu en blanc, restaurant, un peu de tout, on mange, salle de thé, voilà, un peu de tout. Voilà, moi je veux un peu mélanger. Juste un peu avec votre... Tu veux partager ce savoir justement pour le préserver aussi, parce que c'est une manière de préserver la nature et votre culture. Qui dit préserver la nature, préserver votre culture, ça va ensemble pour vous. Oui, ça va ensemble. Ça fera du bien parce qu'on va connaître les deux cultures. Ça veut dire un peu du côté des Blancs, c'est juste un peu pour moderniser et puis rendre propre, mais or qu'on garde les racines de chez nous, tu vois. Donc c'est pour partager en fait les deux côtés. Il y a Rabelais qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Et je trouve que cette rencontre entre vous converge justement vers cette voie-là de bien commun. Lucile, par rapport à ces biens communs qui sont le modèle de demain, mais avec le changement climatique, on est obligé de s'adapter à... d'après le dernier rapport du GIEC, il y a des scénarios qui sont gravissimes, alarmants en Afrique aussi, et notamment en Afrique équatoriale. Est-ce que tu peux en parler et les conséquences sur ces biens communs et notamment des plantes médicinales? On a tous vu avec le Covid que lorsque les avions n'atterrissaient plus, les médicaments non plus. Dans toutes nos pharmacies, même en France, il y a eu des ruptures de médicaments importants. On a tous, on imagine tous si c'était plus important les acheminements d'autres choses, et en particulier en Afrique, il y a énormément d'importations, beaucoup
de biens de première nécessité. Il y a peu d'endroits où les gens sont véritablement autonomes, aussi bien en nourriture qu'en médicaments. Le réchauffement climatique va empêcher certaines zones, et en particulier tropicales, d'être vivables pour l'être humain, puisqu'il y aura plusieurs jours par an à plus de 50 degrés Celsius avec 100% d'humidité. Je pense que vous savez tous que si on ne transpire pas quand il fait chaud, notre corps ne peut se refroidir, et à partir de ce moment-là, il est en danger de mort. C'est des centaines de millions de personnes qui vivent dans ces zones-là. Ça peut être assez rapide. Voilà, une plante aussi va sans doute, les plantes vont aussi sans doute avoir des soucis, mais il est évident maintenant, en tout cas, qu'il est extrêmement urgent de rapatrier sur les territoires des solutions simples, efficaces, et pour pouvoir se soigner pour les maladies principales et pour pouvoir évidemment manger ce qu'on peut. Et les migrations aussi qui vont avoir lieu, voilà, vont être aussi colossales, avec bien entendu les maladies qui vont exploser. On a eu un tout petit, alors nous les maisons d'Artémisia, on a eu un tout petit avant-goût, on va dire, il y a quelques mois à Goma. Donc c'est dans le Kivu, donc aussi en RDC, où le Nyiragongo a explosé. Je pense que vous avez vu tout ça à la télé. Mais c'est arrivé sur la maison d'Artémisia en fait. Donc les champs d'Artémisia ont été brûlés par la lave. Les champs sont devenus de la pierre, et donc sont maintenant aujourd'hui impossibles à cultiver, et les gens ont perdu leur maison. Donc là, nous avons 41 familles qui vivaient en fait de l'Artémisia, etc., qui n'ont plus de champs, qui n'ont donc plus de maison, plus d'habits, et qui en plus ont perdu leur seule façon de vivre. Donc on a fait un appel à dons, on a eu beaucoup de dons, voilà, et là maintenant on va en refaire un deuxième pour racheter des terres qui sont à côté. L'Afrique en effet est peu peuplée, il y a beaucoup de terres, heureusement. Mais donc voilà, donc ça c'est des choses, ça s'est passé en une nuit. J'ai vu mon téléphone sauter sur ma table de nuit, et voilà, et tous ces gens sont partis, et la maison de l'Artémisia, on a été ultra rapide, et ça c'est vraiment grâce à tous ces médecins qui bossent avec nous au Kivu, et on a été ultra rapide. Les colonnes de centaines de milliers de personnes qui se sont éloignées de Goma, on faisait des bassines et des bassines d'Artémisia pour que les gens au moins n'aient pas le palu. D'accord, et qu'au moins, là, on ne sait absolument pas comment ils allaient pouvoir être soignés, puisqu'ils arrivaient dans des champs et dans une petite ville qui s'appelle Saké, qui n'avait de toute façon pas la possibilité d'accueillir tout le monde. Voilà, donc voilà, que les populations puissent se débrouiller de façon locale, peu chère et tout, est vraiment un signe de la résilience que nous devons tous avoir, en France aussi bien entendu, et qui pour moi est vraiment le chemin pour demain. On me fait signe, il reste 5 minutes. Ah, il y a une question visiblement, oui. Alors peut-être un micro. Pour l'enregistrement et le direct live, c'est mieux avec le micro, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout ce que vous avez partagé, transmis, ce que vous faites, ce que vous voulez dire. Je me pose une question qui me semble importante. On entendait Pierre Rabhi qui disait on ne peut pas avoir de changement de société sans de changement intérieur et humain. Et quand vous faites, par exemple, cet appel à faire de la recherche dans les laboratoires, alors qu'on voit que c'est des outils du vieux monde, justement, et qu'on a vraiment absolument, essentiellement, éthiquement, existentiellement besoin d'un savoir que nous n'avons pas, nous, petits blancs, effectivement, que tout l'Occident, avec cette arrogance que nous avons, si on ne prend pas conscience que cette arrogance, elle fait partie de nous, c'est-à-dire que cette pollution, quand on respire, on est tous en train de respirer malgré nos masques, on respire aussi la pollution. Si on se dit qu'on respire de l'air pur, on se ment. Et donc, intellectuellement, nous respirons cet air pollué avec le fait que nous voulons aller vers le monde de demain, mais avec encore des outils d'hier. Comment on fait par rapport à ça? Et comment vous, individuellement, vous vous dites
Comment faire un appel à don de 5 millions, etc. Je dis ça pas par rapport à vous, je pourrais le faire. Je nous pose la question. C'est-à-dire, c'est cet argent qui, effectivement, comme vous dites, à Sosa, se balade là dans les labos, alors que vous allez directement, effectivement, parler à l'arbre, recevoir, transmettre, guérir, et que le savoir et la connaissance ne s'arrachent pas. Comment on peut réellement aller mettre nos grosses pattes dessus sans avoir ce recul nécessaire au départ? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par faire des écoles de la forêt ici, inviter ceux qui savent et ceux qui respectent le vivant, plutôt que de dire, écoutez, oui, c'est vrai, on respecte le vivant, c'est génial, vous êtes des peuples autochtones, mais ici, on ne fonctionne pas comme ça, nos cerveaux, ils ne fonctionnent pas comme ça, il va falloir que vous vous adaptiez à nos cerveaux. Oui, oui, c'est les mêmes cerveaux qui vous ont colonisé, oui, oui, c'est les mêmes cerveaux qui ont fait qu'on a un coronavirus, parce que le coronavirus, aujourd'hui, est une conséquence de notre façon de vivre collective. Et que, au-delà de passe ou pas passe, vaccin ou pas vaccin, fake or not fake, subutex ou effectivement une plante qui peut guérir, où chacun peut se situer aujourd'hui et respecter quelque chose qui va lui sauver la vie. Si on ne respecte pas ce savoir, c'est-à-dire que si on ne, au-delà de nos chartes, que nous on a un festival de théâtre magnifique, on l'a annulé parce qu'on ne veut pas de passe sanitaire, on l'a reporté, et en même temps je suis ici parce que je trouve que c'est important de vous entendre. Il y a tous ces paradoxes, on est d'accord. Mais comment faire? Et comment cet argent qui devrait aller dans les labos alors qu'on sait ce que c'est, pourquoi ça n'irait pas? Et comment, sans salir, pourrait-il irriguer un travail qui se passerait au Gabon, dans l'école de la forêt par exemple, plutôt que dans un laboratoire où il y a des douanes à chaque porte, où chacun se remplit les poches. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important de se poser la question et de dépasser l'image de soi-même qu'on a quand on fait des bonnes choses, parce qu'on en fait, vous en faites, évidemment, c'est splendide. Mais comment on fait pour s'arrêter là où on va devenir absolument pourri et bouffé par cette machine? Voilà, donc merci à Sosa, on a besoin de vous. Merci pour votre courage de venir ici. C'est une arène, la France. Donc, et en même temps, comme vous dites, préserver ce qui peut être préservé. Comment on fait à la fois verticale et à la fois horizontale la transmission qui se passe aujourd'hui? Et j'interroge chacun de se poser cette question, parce que c'est pas à lui de faire le taf pour nous, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Dans les applaudissements, elle a très bien parlé. Lucille, tu veux commencer? À ça, tu veux compléter dans la réponse? Lucie? Oui. Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc je ne suis pas binaire. Je ne vois pas les choses tout à fait comme vous. J'essaye, dans le monde dans lequel j'habite, dans lequel j'ai aussi grandi, d'ouvrir une brèche, en fait, pour la possibilité d'une autre manière de faire. Et c'est ça qui se passe. En fait, cette brèche est ouverte. On a monté un consortium on a aidé à monter un consortium avec les plus grands instituts de recherche en France, aussi en Europe, sur l'artémisia. C'était inimaginable il y a 10 ans. Et c'est parce que, justement, je ne les vois pas comme les méchants, et ils ne me voient pas non plus comme la folle. Et c'est justement parce qu'on se respecte, c'est justement parce que je les respecte. En tout cas, moi, je travaille avec des chercheurs. Tu as mené quand même un grand combat. Il y avait beaucoup de résistance. Il faut saluer quand même le travail de Lucille depuis des années. Bon, je sais que tu es dans la sagesse de la voie du milieu, mais tu as mené un sacré combat. Oui, c'était pas simple. Mais justement, en fait, c'est ce combat-là que je porte. Je ne porte pas le combat d'être complètement en dehors des clous de tout. C'est la vie des gens. Le palu est une maladie mortelle. D'accord. Donc je soigne pas de l'arthrose. Hein. Enfin, c'est pas du tout. Donc par respect en fait des gens malades, même si c'est des gens qui sont à des milliers et des milliers de kilomètres de moi. Je me dois, d'accord, que les choses soient propres.
D'accord, et que cette plante qui est utilisée en Chine depuis des millénaires et tout, c'est pas exactement la même population qu'en Afrique, c'est pas non plus le même climat, c'est pas, etc. La plante en elle-même n'est pas tout à fait la même forcément. Donc voilà, donc je n'ai pas ce combat en moi. D'accord, de me dire comment. En fait, je suis ma conscience, je suis mes intuitions, ouais, énormément. Comme je disais, je suis dans une grande forêt tropicale, à la machette, hein, je coupe aussi des arbres pour pouvoir passer. Je m'expose, comme je suis aujourd'hui, ce que je ne suis pas archi... capé pour ou Fana ou comme tu veux. Mon mari qui est là sait bien qu'il y a des jours très difficiles. Voilà, mais je me suis pas positionnée en anti ou en contre. Voilà, je me suis positionnée. Je suis de ce monde. C'est pas ça que vous vouliez. Ah d'accord, pardon. Voilà. En tout cas, c'est ma vision. C'est comment transformer de l'intérieur, faire de la place. C'est un peu comme, bon bref, comme un peu un forceps en fait. Hein. On essaie de faire passer le bébé en écartant un peu rapidement, peut-être plus rapidement que ça serait. Mais le monde a besoin quand même là de ce genre de solution et on a besoin qu'elle soit sérieusement. Alors même si c'est le chose des petits blancs, c'est pas que des petits blancs et notre pharmacie est arrivée jusqu'à aujourd'hui parce qu'on refuse aussi, on refuse profondément la maladie, on refuse profondément d'en mourir, on refuse profondément la souffrance. Elle ne fait plus partie de notre vie, ce qui n'est pas le cas en Afrique encore. Et donc on a fait cette pharmacie un peu métamorphique presque, hein, complètement surréaliste, avec l'argent qui est arrivé de façon qui est proportionnelle à nos peurs. Hein, voilà. Donc, bon, c'est tout. On est dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, c'est tout. Assosa, tu veux compléter? Oui, merci. Bravo. Okay. Je vais juste compléter pour la mère nature. Alors, je vous dirais que, tout simplement, par rapport à ce qu'a dit ma sœur Valentine, comme ma grand-mère Valentine, j'avais une grand-mère qui s'appelait Valentine aussi. C'était la sœur de ma grand-mère Antoinette. Alors, justement, je vous dirais que par rapport à ce que tu as dit, ma sœur, c'est vrai, il n'y a que peut-être nous autres qui apportons un peu un message qui revient de quelque part d'un continent à un autre continent. Alors, moi, je vous dirais que n'hésitez pas. Ça veut dire que si vous vous intéressez à ce que l'on dit, hein, il n'y a que la bonne place que tu aimes, que l'esprit aime, que tu peux aller faire des recherches. Alors, chacun choisit son chemin. Ok? Moi, je peux créer une école ici. Ça veut dire que l'école qui va se faire au Gabon, il y aura une école ici forcément. Non, mais on doit travailler comme fait l'arc-en-ciel. Tu connais l'arc-en-ciel? Elle fait comment? Elle quitte d'un autre continent à un autre. Et ça a beaucoup de couleurs. Ces couleurs-là sont significatives. Donc c'est comme le projet de l'école pour la reconnexion de la mère nature, la mère terre. Cette école va faire du bien au Gabon et ici en Europe. Je peux dire dans tout le monde entier. Même ceux qui reviennent d'Asie peuvent venir apprendre ici. C'est comme si on peut partager. Ça dépend des populations, des gens, des résidents, hein, des peuples autochtones. Comme vous êtes ici, vous avez des gens, c'est chez vous. Vous avez le droit de décider de créer dans les associations, de créer des écoles. Ça, sérieusement, moi, je suis une aigle royale qui quitte d'un autre continent à un autre. J'ai le droit de voyager, d'aller apporter mon message, apporter mon soutien moral et physique, et peut-être la connaissance spirituelle. J'ai le droit de partager avec tout le monde. Celui qui veut, bien sûr, parce qu'on ne force pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Alors, une petite dernière question. Merci. Bonjour, ce n'est pas une question, c'est simplement, je veux verbaliser, puisque le verbe est cher, présidente d'une association Enfants Gardiens de la Terre qui est située dans les Landes. Eh bien, à Sosa, nous te faisons la promesse. Bonjour, président.
avec Béatrice, qui Merci. est dans le bureau. Nous te faisons une promesse d'accueillir cette école de la forêt avec notre association Enfants Gardiens de la Terre. Merci On va la beaucoup. créer avec toi. et Merci pour toi. beaucoup. C'est parti. C'est lancé. Vive les Landes. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez proposer un mot de la fin, Lucille et Assosa, avant la signature de vos bouquins qui va avoir lieu tout près de la librairie. Donc, Lucille Cornet-Vernet avec Laurence Couquiot, qui a écrit ce livre chez Actes Sud, Artemisia, une plante pour éradiquer le paludisme. Vraiment, je vous le conseille. Ça raconte toute cette histoire magnifique et qui n'est pas finie. Ce n'est pas fini. Une belle aventure. Et on sera aussi avec Assosa pour la... Oui, pardon. Ouais. Allez-y, très cher frère. Voilà, merci. Vous avez parlé de l'artémisia. Comment ça s'appelle? Artemisia. L'artémisia. Mais quelque part, on fait la liaison entre l'artémisia et la Covid. Mais je ne vous ai pas entendu sur ce sujet. Pourquoi? C'est tabou? Non. Non, c'est pas. C'était juste pas l'objet. Oui, l'Artemisia annua, donc l'armoise annuelle a été utilisée en Chine, enfin est utilisée en Chine dans la recette de médecine traditionnelle chinoise contre la Covid-19. Des laboratoires, enfin de recherche pour le coup, se sont donc mobilisés, en particulier l'Institut Max Planck, avec la Kentucky University, Columbia University. Vous avez aussi le WPI aux États-Unis qui ont travaillé beaucoup là sur l'artémisia, Antotum, l'artésunate qui est un dérivé de l'artémisinine. La publication, il y a eu 2 grosses publications qui sont sorties ces derniers temps, donc il y a 4-5 mois et il y a 1 mois. Il y a 1 mois, c'est celle de Max Planck dans Nature, dans Nature, qui est donc un des journaux les plus les plus connus et les plus reconnus dans le monde. Donc, ce sont des études in vitro, donc qui prouvent en effet que aussi bien la plante Antotum, et ils ont fait la plante Antotum, que l'artésunate, donc qui est le médicament, a une action in vitro sur le SARS-CoV-2, donc le virus. Les essais cliniques sont en cours, mais nous n'avons pas encore les résultats. Voilà, c'est très intéressant. Ça n'est pas suffisant, d'accord, pour dire que ça marche. Voilà, et ça, c'est vraiment très important. Merci. Merci. Bien, moi, je voulais juste... non, c'est juste pour donner mon mot final à tout le monde. Mon frère, mon très cher grand frère, je te dirais que pour nous au Gabon, on ne connaît pas le coronavirus. On connaît, c'est le nom. Il y a très peu de cas. Il y a très peu de cas, c'est juste pour te dire ça. Et déjà, si quelqu'un atteint du corona dans ma famille, je prends les feuilles traditionnelles, je fais bouillir et puis on boit et ça passe. Merci. Voilà, merci. Alors, pour tout le monde, une dernière belle petite parole que je vous dirais que la clôture de l'arbre provient de quelqu'un. C'est juste un bon petit proverbe que je vous donne. Bon, je vous pose une question. Si intelligent que vous êtes, dans le modernisme, alors, qui est le grand frère de l'arbre? Qui a clôturé l'arbre? Question, toi? Je ne sais pas. Ok, très bien. Tu es un bon élève. Bon, qui lève le doigt? Qui connaît celui qui a clôturé l'arbre? C'est qui? Bien. Bon, disons là, tu étais déjà... Ah oui. Hein? Comment? Hein? La Terre. La Terre. Bon, tu as 0,75 sur 100. Bien. Bon, tu n'as pas 0, hein? Tu as 75 sur 100. Ouais, je te donne une demi-note. Bon, on va clore. C'est pour vous dire que c'est le mille-pattes qui est le chef de l'arbre, qui a clôturé l'arbre. Et c'est le premier être le plus respecté. Parce que le mille-pattes, dès qu'il arrive là tout de suite, beaucoup vont paniquer. Hein? D'autres vont sauter même. Donc c'est lui le grand frère. Entre l'écureuil, qui grimpe beaucoup, et le mille-pattes, c'est le grand frère, c'est le mille-pattes. Et c'est le grand frère, le mille-pattes, qui connaît mieux grimper
que l'écureuil ou le singe. Voilà. En clôture, c'est ça, pour vous dire que c'est vous-même qui allez clôturer l'arbre par rapport à la question que vous nous avez posée dans le monde spirituel. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Lucille, merci à Sosa pour cette sagesse des contes. Un petit peu, tu es aussi un conteur, outre tes autres qualités, qui rappellent souvent les contes de la Fontaine, les fables de La Fontaine, hein, des sagesses populaires que tu racontes beaucoup aux enfants et qui sont un autre type d'enseignement et de transmission parmi les traditions orales. Lucille, qu'est-ce que t'inspire cette Je crois conférence sur les profondément biens à ce qu'il vient de dire. Je suis vraiment... nous sommes tous responsables de demain. Pour moi, les rêves que nous avons aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Donc rêvons et faisons. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je répète, Lucille sera devant la librairie pour signer son livre et continuer à discuter pour ceux qui ont quelques questions. Donc Artemisia, une plante pour éradiquer le paludisme. Et avec Asosa, on sera tous les deux pour la signature d'un livre que j'ai écrit il y a 2 ans, qui s'appelle « Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre », où Asosa témoigne parmi 19 représentants autochtones dans le monde, où ils témoignent de leurs conditions de vie, de leur rapport à la nature et du lien avec l'Occident, tous les enjeux à la fois écologiques et géopolitiques. Et enfin, je terminerai par la présentation. Nathalie a dit que nous étions partenaires, parce que je travaille aussi pour la revue Native des peuples des racines, qui est la première revue française qui a été créée il y a 1 an, consacrée au dialogue avec les peuples autochtones dans le monde. Voilà, c'est... ne vous inquiétez pas, ça... Et voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur la revue Native et le dialogue, dont Asosa est parrain de cette revue, parmi d'autres représentants autochtones, on est dans l'allée centrale, tout au bout, avec un stand. Merci beaucoup, bonne continuation, et que chacun trouve son chemin, ses actions, avec cœur et conscience. Merci infiniment.